Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, votre guide pour un nouveau numéro d'Histoire guidée. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration de l'histoire des Vikings. La période entre 850 et 900 approximativement fut un tournant véritablement important pour les Scandinaves. Dans un premier temps, les raids vont s'intensifier à la fois en nombre de raids et de participants, mais aussi en termes de rayon d'action. Puis à partir des années 860-870, les Vikings, et principalement les Danois, vont entreprendre la conquête de l'Angleterre et vont réussir à créer un royaume qui s'appellera le Danelaw. Et même si la conquête est relativement fragile, l'implantation des Scandinaves est réelle. Du côté norvégien, après des difficultés en Irlande, l'heure est à l'exploration et à la colonisation de nouvelles terres dans l'Atlantique Nord, et notamment en Islande. Et la période entre 900 et 980 va poursuivre en partie les dynamiques aperçues précédemment. On assiste à un certain répit dans les raids, d'abord à cause des mutations internes à la Scandinavie qui est en voie de christianisation et de centralisation. Les Scandinaves ont donc pas mal de problèmes à régler chez eux avant de penser à autre chose. De plus, la défense en Occident s'organise efficacement, notamment en Angleterre. Et enfin, les hommes du Nord, et donc principalement les Norvégiens, voient dans l'exploration poursuivie de colonisation de belles opportunités qui vont permettre de voir les formidables qualités de navigateurs et de marins d'exception. Mais pour le découvrir, n'hésitez pas, suivez le guide. Une des raisons principales de cette accalmie relative vis-à-vis des raids vikings un petit peu partout en Occident entre les années 900 et 980 est le début d'une certaine centralisation du pouvoir en Scandinavie. Cette centralisation monarchique, elle est notamment due à la progression de la christianisation qui offre clé en main une idéologie unificatrice et centralisatrice autour de la figure d'un roi qui est lieutenant de Dieu sur terre et qui est l'organisateur d'une société bien ordonnée. Alors évidemment, cette tendance, elle est férocement combattue, notamment par les jarls, qui sont l'équivalent des nobles locaux, des comtes locaux, qui étaient là, jusque-là, quasiment indépendants, qui pouvaient mener leurs petites affaires tranquillement dans leur coin. Forcément, quand on leur met un roi qui veut tout contrôler à leur tête, ça leur plaît moyen. Donc, quelques petites tensions, voire même carrément des révoltes. Mais ça va aussi exciter les prétentions à l'unification de toute la Scandinavie sous l'autorité d'un même roi. Et donc forcément des conflits entre voisins. Alors forcément, chaque roi, il est très chaud pour être le roi de toute la Scandinavie. Et évidemment, ça plaît pas aux autres. Donc grosse tension, hein. On va assister à pas mal de guerres entre notamment la Norvège et le Danemark pour cette suprématie sur la Scandinavie. La Suède, elle reste un petit peu plus à l'écart de ces querelles pour plusieurs raisons. La première, c'est que le christianisme y est encore relativement peu implanté, notamment parce que la Suède est plus loin des grands centres d'évangélisation qui est l'Allemagne du Nord, donc elle est un petit peu moins touchée. De plus, les Suédois se concentrent beaucoup sur leur mainmise qu'ils ont sur les États des Russes de Kiev et de Novgorod et sur le commerce qu'ils ont avec les mondes grecs et musulmans. Bon, ça n'empêchera pas certains nobles, voire même parfois un peu plus rarement, certains rois suédois de s'engager dans des alliances pour aider un camp ou l'autre en fonction de leurs intérêts et décider un peu du sort de ces guerres intestines. Un des moments marquants de ces tentatives de prise du pouvoir suprême sur la Scandinavie se déroule dans les années 950. Elle va opposer deux souverains, un Danois et un Norvégien, chrétiens tous les deux, et bien conscients qu'il faut moderniser leur pays et le centraliser. Oui, mais le centraliser évidemment, mais à leur profit, pour eux. Tout est donc réuni pour un sacré combat. Et on retrouve ainsi à ma droite Harold Blattend, dit Harald à la dent bleue, roi de Danemark depuis 958. Il hérite d'un royaume qui a commencé à être centralisé grâce à l'action de son père Gorm l'Ancien, qui a été converti au christianisme par des envoyés de l'empereur de Germanie. Et à ma gauche, on retrouve Haakon Ier, dit Haakon le Bon. Le roi, il est relativement chanceux d'être monté sur le trône de Norvège. À la mort de son père,
Harald a la belle chevelure en 931. Son demi-frère Eric a l'âge sanglante a décapité 17 de ses demi-frères pour s'assurer du pouvoir et de ne pas être contesté sur le trône. Un personnage tout à fait charmant, bien qu'un tantinet paranoïaque. Alors heureusement pour Haakon, à ce moment-là, lui, il est élevé en Angleterre par le roi Æthelstan. Bon, ça lui prend 2 ans pour réunir une armée, mais il réussit à rassembler suffisamment de troupes et réussit à débarquer en Norvège. Il obtient l'aide des jarls locaux, des nobles locaux, en leur promettant des baisses d'impôts. Eh ben oui, comme quoi il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Quand on promet des baisses d'impôts, évidemment, on rassemble du monde. Et il réussit à prendre le pouvoir en 933, il est couronné roi. Alors il va avoir un petit peu de mal à christianiser son pays, mais il va quand même réussir à asseoir parfaitement son autorité. Bon, on a nos 2 protagonistes, maintenant c'est l'heure de la bagarre. Le premier coup est porté par Harald, qui débarque en Norvège et commence par battre Haakon. Mais ce dernier se ressaisit et parvient à battre les Danois qui sont forcés de se retirer. C'est un match nul. Mais en 961, Haakon meurt, malheureusement pour lui, lors d'une bataille contre les fils de son demi-frère. Vous vous souvenez, Eric, le mec un petit peu énervé qui tuait ses demi-frères? Oui, bah, ses fils, ils veulent récupérer le trône de leur père. Et en Norvège, ça crée un bourbier de petites guerres un peu partout, c'est infernal. Alors évidemment, ces Norvégiens-là, ils sont absolument pas en capacité de résister à Harald, qui arrive et se présente en unificateur et en pacificateur. Alors, forcément, Harald y récupère une bonne partie du sud de la Norvège. Alors Harald y réussit à créer un système de gouvernement plus centralisé, plus autoritaire, et il va pouvoir en profiter pendant 25 ans. Mais a priori, ça doit pas plaire à tout le monde, puisque en 986 ou 987, son fils, Sven à la barbe fourchue, qui est allié avec des nobles qui sont restés païens, le renverse. Harald est blessé, il doit s'enfuir et meurt de ses blessures. Petite parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir, je crois qu'on ne remerciera jamais assez les Vikings pour leur surnom toujours plus imaginatif. Cette tendance à s'entre-déchirer gaiement, couplée à la volonté des rois anglais de reprendre le Danelaw, va conduire à la perte du nord-est de l'Angleterre par les hommes du Nord. Ces rois anglais du sud, comme Édouard l'Ancien, Æthelstan, puis Edmond, vont petit à petit reprendre du terrain, grignoter du terrain vers le cœur du Danelaw, et même jusqu'à reprendre York, qui était la capitale du royaume scandinave. Ils la reprendront en 954, ce qui signera la fin officielle du Danelaw. Bon, par contre, ça n'exclut absolument pas une implantation réelle des Scandinaves qui se sont intégrés et assimilés très facilement, comme presque partout ailleurs. Puis les rois suivants, après avoir repris la majeure partie du territoire, vont chercher à vivre en bonne intelligence et à faire des hommes du Nord de parfaits sujets. Et entre les années 950 et 980, ça marchera parfaitement. Une chose est à noter au vu de cette expérience de la conquête puis de la perte du Danelaw. Les Vikings ne sont pas, comme on peut le voir dans la plupart des films, séries ou autres divertissements, des guerriers surviolents, destructeurs et quasi invincibles. Non, c'est même plutôt l'inverse. Bon, sans aller jusqu'à l'extrême inverse, hein. C'est pas non plus des rigolos, mais ce sont plutôt des guerriers assez moyens, avec un équipement plutôt léger. Alors, dans une guerre de raid, où compte essentiellement la rapidité et le choc psychologique contre des cibles assez faibles, ça se passe parfaitement bien. Mais dans le cas d'une bataille rangée, ils ne font pas forcément le poids contre des soldats bien expérimentés, bien entraînés, bien équipés, qui souvent maîtrisent mieux les formations de combat. Donc généralement, ce genre de bataille rangée, c'est pas trop leur truc et ça se passe pas très bien. De même, ce ne sont pas du tout les plus grands experts de poliorcétique. Oui, de poliorcétique. Alors pour ceux qui veulent briller en société, ça veut simplement dire l'art de la guerre de siège. Et dans ce domaine-là, c'est pas les meilleurs, ils n'ont pas forcément l'équipement ni l'ingénierie militaire.
Alors par contre, il y a bien un domaine où les Scandinaves sont mais alors très en avance sur tout le monde, c'est l'exploration maritime et la colonisation de nouvelles terres. Ce qui est d'ailleurs assez logique. La Scandinavie est entourée de mers, de fjords, de lacs. Donc plutôt des bons navigateurs. Et en plus, la Scandinavie est composée de terres assez pauvres, moyennement fertiles. Il faut bien aller chercher des terres fertiles ailleurs. Et donc on l'a vu dans l'épisode précédent. Les Vikings et notamment les Norvégiens ont découvert puis colonisé l'Islande entre 870 et 930. Ils y ont alors créé un système administratif, législatif et judiciaire très précis et très efficace. S'y ajoute alors un événement extrêmement important. En 999, du jour au lendemain, l'intégralité de l'île se convertit au christianisme. Alors ça peut paraître un peu surprenant que d'un coup comme ça, des centaines d'Islandais deviennent chrétiens comme ça. En fait, tout ça, ça vient de Norvège et de son roi d'alors, Olav Tryggvason, qui était lui chrétien. Et il a décidé d'envoyer un prêtre, Thangbrand, qui avait une vision de la conversion un peu agressive, on va dire. Alors évidemment, une vision comme ça, un peu de conversion un peu agressive, c'est un échec. Mais le roi Olaf, il est bien déterminé et décide alors d'élaborer un plan un chouïa plus subtil. Olaf le sait, les liens notamment familiaux entre la Norvège et l'Islande sont très étroits. Souvent, les fils de notables importants islandais sont envoyés chez d'autres membres de leur famille en Norvège pour parfaire leur éducation. Donc Olaf va prendre deux de ses fils de notables islandais à part et va leur demander de remettre un ultimatum à leurs parents. Et l'ultimatum est le suivant. En gros, ou toute l'Islande se convertit au christianisme, ou alors il garde en otage tous les fils de notables et il interdit le commerce et l'approvisionnement avec l'Islande. Bon, en fait, ok, c'était pas super subtil, mais par contre, c'est super efficace. Les Islandais doivent se réunir, et ils se réunissent à l'automne lors d'un ting. Un ting, c'est une grande assemblée annuelle où toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. Alors, les nobles vont se concerter longtemps, très longtemps, et ils en viennent à la conclusion logique que se couper des ressources indispensables de la Norvège, c'est impossible. On ne peut pas faire sans ça. Et ils doivent donc tous se convertir au catholicisme. Ils vont tous alors se faire baptiser et la hiérarchie va commencer à se mettre en place autour d'un évêque, d'un certain nombre de paroisses, de monastères. Et en fait, tout ça va s'avérer une parfaite réussite. Car outre le fait que les Nordiques ont des croyances assez flexible, suffisamment flexible pour s'adapter à d'autres religions et notamment à la religion chrétienne. Ils sont aussi au contact d'Irlandais qui sont chrétiens eux depuis plus d'un siècle et la cohabitation se passait parfaitement. D'autant plus qu'un bon nombre de ses habitants étaient même de foi mêlée. Donc ça ne posait pas tant de problèmes que ça. En 985, Éric le Rouge, c'est-à-dire Éric à la barbe rousse, oui on sent le petit air de famille, Éric le Rouge est banni d'Islande pour une sombre histoire de meurtre. Il décide alors de suivre les indications qu'il a entendues par d'autres explorateurs qui disent avoir vu d'autres terres plus à l'ouest. Il s'élance toujours plus loin vers l'ouest et lui aussi découvre cette île, une nouvelle île qu'il va nommer Groenland, c'est-à-dire le pays vert. Alors c'est sûr que c'est plus vendeur, hein. Ça donne un peu plus envie d'aller vivre au Groenland, le pays vert, plutôt qu'en Islande, pays des glaces. Bon, en fait, cette explication sur quoi ça serait vendeur, c'est un peu contesté et contestable. Mais Éric, lui, il revient en Islande pour faire part de sa découverte incroyable et tenter de convaincre des gens de venir avec lui pour fonder une colonie. En 986, l'année suivante, il repart vers sa découverte avec 25 navires, mais seulement 14 arriveront à bon port. Rapidement, d'autres suivent et on compte en quelques années
près de 200 fermes, 12 églises et même une cathédrale qui se situe essentiellement dans le sud-ouest de l'île. Et apparemment, l'exploration, ça se transmet de père en fils dans cette famille. Leif Erikson, dit Leif le Chanceux, le fils d'Éric le Rouge, entend l'histoire d'un certain Bjarni Herjolfsson qui, détourné par les vents encore plus à l'ouest du Groenland, aurait aperçu des terres, des forêts, des prairies d'un pays inconnu. En 999 ou en 1000, Leif s'élance à la tête d'une petite expédition qui va longer les côtes nord-est du Canada actuel pour atterrir au nord de l'île de Terre-Neuve. Leif et son équipage accostent et deviennent ainsi les premiers Européens à découvrir l'Amérique près de 500 ans avant Christophe Colomb. Désolé Christophe. Ils établissent ainsi un premier camp qui va leur permettre de pouvoir passer l'année et auraient même à ce moment-là découvert de la vigne. Alors petite parenthèse, ça peut paraître un peu surprenant de découvrir de la vigne au Canada, qui n'est pas vraiment connu de nos jours pour sa production de vin. Mais 500 ans plus tard, quand Jacques Cartier explorera le golfe du Saint-Laurent, lui aussi il va découvrir de la vigne. Donc finalement, c'est pas si aberrant que ça. Il décide alors de nommer ce pays Vinland, le pays de la vigne, ce qui est aussi pour le coup assez vendeur. Et après un hiver, Leif le Chanceux décide de rentrer au Groenland. Après être rentré au Groenland, il va tenter de monter une nouvelle expédition et va être suivi par ses deux frères et sa demi-sœur qui tenteront cette fois de s'implanter de façon plus durable dans le Vinland en Amérique. Mais ils vont devoir finalement abandonner après quelques temps, pour diverses raisons. D'abord, on peut noter qu'il y a potentiellement eu des problèmes, des conflits avec les autochtones. Et puis en Amérique, ils sont quand même très isolés, loin de tout, difficilement accessibles. Ils ne peuvent pas recevoir de support depuis la Norvège ou l'Islande pour un certain nombre de produits indispensables. C'est d'ailleurs cette même raison qui va présider à l'abandon des colonies du Groenland quelques siècles plus tard. Bon, ça c'est ce qu'on en a retiré depuis les sagas. Mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr que les Vikings ont débarqué en Amérique, découvert l'Amérique et ont tenté de la coloniser? En fait, il existe quelques traces archéologiques suffisamment convaincantes pour nous permettre de penser que oui, c'est le cas. Notamment, on a la découverte d'un camp viking dans l'anse des Meadows au nord de Terre-Neuve. Donc oui, aux alentours de l'an 1000, les Vikings, grâce à leur capacité d'exploration et de navigation, ont découvert l'Amérique. En conclusion, la plus grande partie du Xe siècle est un moment de répit important en Occident. Les Scandinaves sont alors bien trop occupés dans des guerres intestines induites par la volonté de centralisation et de cristallisation de certains monarques. L'influence politique scandinave est alors en recul en Grande-Bretagne, avec notamment la perte du Danelaw. Mais toutefois, l'implantation des populations scandinaves est bien réelle et ils vivent en bon terme avec les anglo-saxons. Toutefois, l'exploration et la colonisation sont toujours à l'ordre du jour, en Islande, et puis de là, plus loin vers l'ouest, vers le Groenland, et enfin, la découverte de l'Amérique. Mais l'histoire connaît parfois des soubresauts, et la période entre 980 et 1050 en est une. Elle est marquée par une reprise des raids, mais ces raids sont d'une nature un tout petit peu différente. Mais ça, c'est une autre histoire que nous aborderons dans un prochain numéro. Quant à moi, il est temps de vous dire merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous divertir. J'ai pu vous apprendre 2-3 petites choses. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Portez-vous bien. Bye!